Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Detroit Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour les Chroniques de Motor City puisque c'est la toute première fois que je ne suis pas seul autour de ce micro. Aujourd'hui, notre chronique, elle est un peu spéciale, c'est une chronique de vacances, puisque nous allons être 4 autour de la table virtuelle pour se faire une draft all-time spéciale des 3 Pistons. Et évidemment, comme c'est la première fois, autour de moi, je n'ai pris que la crème de la crème, et je suis très heureux que les 3 personnes que j'ai spontanément invitées pour ce podcast aient immédiatement dit oui. Alors, on commence par notre premier invité. Il est la personne vers qui il faut se tourner quand on veut connaître tout simplement l'actualité des Pistons en France. À la tête de son média Piston France, il est partout, il est sur Twitter, il est sur Instagram, il est sur Periscope, il a son site, etc. Vous pouvez me faire confiance, c'est moi qui le dis, c'est la crème des comptes FR, c'est un futur journaliste, c'est Valentin Feuillette. Comment ça va Val? Eh bah très bien, je te remercie Winston. Enfin cette collaboration que toute la planète NBA francophone attend, les deux comptes de Détroit ensemble. On va complètement retourner le game, ça va être En énorme. tout cas, je suis très content d'être là. Bon, ça me fait plaisir, Exactement. merci d'avoir accepté. Notre deuxième invité, c'est aussi un fan hardcore des Pistons. Et lui, il a eu la chance, avec son grand âge, de connaître les Bad Boys. Il est régulièrement chambré d'ailleurs dans son podcast Dunk Hebdo, justement à cause de sa longévité. Mais cette fois, petit spoiler, il aura quelqu'un pour le dépasser. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Ilias aujourd'hui dans les Chroniques de Motor City. Comment ça va, Ilias? Bah écoute, Winston, ça va plutôt bien. On rentre de congé et on réentame, on va dire, la passion NBA avec un petit podcast à vos côtés. Donc merci pour l'invitation et j'espère qu'on va passer un bon moment et je dirais même que j'en suis sûr. Bon, bah ça c'est cool. Tu reviens pile poil pour la bulle, c'est ça? Exactement. Je sors de ma bulle pour me diriger vers celle d'Orlando. Pas mal. Et enfin, notre dernier invité. Alors lui, vous le connaissez forcément si vous le suivez le basket aujourd'hui. Certains d'entre vous ont peut-être même découvert la NBA grâce à ses vidéos The Ball Never Lie, d'une qualité que j'espère modestement un jour atteindre un petit peu avec les chroniques. Alors c'est peut-être pas au premier abord un fan des Pistons, mais lui, il est capable de parler de Bill Laimbeer pendant des heures. Il est la moitié du duo de Trash Talk. C'est Alex. Comment ça va, Alex? Ça va bien, merci d'avoir pensé à moi pour parler des Pistons. Ça fait plaisir parce que je l'ai dit dans certaines vidéos, mais c'est... Voilà, je suis un fan des Suns, mais les Pistons, premières émotions basketballistiques, c'était les Pistons pour moi. Est-ce que c'est un peu ton Et- équipe de l'Est? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, clairement, ouais. Bon, avec les Knicks aussi, hein, parce que j'adore les Knicks, mais les Pistons, c'est au-dessus. Ça fait plaisir à entendre. Bon, mais du coup, messieurs, ce que je vous propose ce soir, du coup, c'est une draft all-time spéciale des 3 Pistons. En fait, chacun de notre tour, comme dans une draft NBA classique, on va choisir des joueurs. On va en prendre 5 pour se faire un 5 majeur, un remplaçant, et on va décider à la fin d'un coach pour gérer tout ça. La seule règle que je veux vous mettre, c'est qu'on ne peut choisir que des joueurs passés par la Motor City. Et la version des joueurs qu'on prend en compte, c'est celle de leur prime sous le maillot des Pistons. Donc par exemple, si l'un d'entre nous veut prendre, je prends le cas extrême, Allen Iverson, on doit choisir celui de 2008-2009, pas celui qui est MVP. Et au contraire, si on veut choisir par exemple Grant Hill, c'est la version 95-2000 qu'on prend en compte, donc celle avant les blessures. Notre objectif à nous quatre, c'est à la fin d'imaginer la meilleure équipe possible, celle qui pourrait battre toutes les autres, juste nos équipes à nous, avec les règles NBA d'aujourd'hui et les connaissances du jeu qu'on a. Donc voilà, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes OK pour ça? Allez, moi ça me OK, va. Moi, ça me va, mais je Parfait. pense qu'à certains moments, on risque d'être assez coincé avec certains joueurs qui seraient peut-être pas forcément adaptés au jeu moderne. Et justement, c'est la D'où la contrainte qu'on doit prendre en difficulté, compte. exactement. OK. Donc juste avant le début de ce podcast, j'ai fait un tirage au sort complètement aléatoire. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est Ilias qui a hérité du first pick. En 2, c'est moi-même. Puis en 3, Alex. Et enfin, en 4, Val. Mais à savoir que la draft, du coup, elle est par tour inversé. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, en position 5, c'est Val qui va choisir en premier, puis Alex, puis moi, puis Ilias. Et enfin, il y aura le coach. Et dans ces cas-là, ça sera encore inversé. Ça sera Val, Alex, moi et Ilias. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parfait Parfait, aussi. Parfait. nickel. Ok. Alors dans ces cas-là, c'est parti.
Et ben du coup, Ilias, à toi d'ouvrir l'honneur. Qui est ton premier choix? Bah, je pense que ça va être assez simple. Et contrairement à ce qui s'était passé le jour de sa draft, il n'aura pas le choix, il n'aura pas d'autre choix que de rejoindre mon équipe. Je vais facilement prendre Isaiah Thomas, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise en numéro 1. 12 fois All-Star, double champion NBA, MVP des finales, énormément de records aussi à son actif. Et un joueur qui, selon moi, fait peut-être partie de ces rares joueurs des années 90 pour qui on pourrait dire, par exemple, qu'ils n'étaient pas forcément que bons pour leur époque, mais qui avaient peut-être aussi pas mal d'avance, notamment en termes de scoring et de handle. Enfin, c'est un peu un ovni pour son époque à Isaiah Thomas. On parle quand même d'un joueur d'1m85 qui était même avant des joueurs comme Iverson, capable de se frotter au plus gros des big men, et une carrière remarquable. Et derrière ce sourire angélique, on va dire quand même le chef de meute des Bad Boys. Voilà, donc choix très facile pour moi, Isaiah Thomas. Est-ce que tout le Beau monde choix. aurait fait la même chose? Disons qu'il est tentant, hein, on va pas se mentir. Sur les meneurs, t'as pris la crème, quoi. Après, il y a des belles choses sur les meneurs, il y a des bons joueurs hein, chez les Pistons. Je veux dire qu'on fait leur prime à Détroit, quoi. Hein, donc, ouais, j'aime bien. Isaiah, franchement, c'est un leader. Bah, En plus, disons c'est un que leader. Hein. En Disons plus, qu'il enfin, il va-t'en. coche un petit peu toutes les cases, quoi. C'est-à-dire qu'on a à Ouais, la fois le talent, le leadership, la clutch attitude. Enfin, on a à peu près vraiment le toutes les. vice. Voilà, exactement, le vice. Enfin, on a à peu près tout. Disons que quand bien même on aurait pu avoir des joueurs très talentueux à ce poste ou même à d'autres, je pense que Isaiah, c'est d'ailleurs, je crois, le seul joueur des Pistons faisant partie des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. Ouais, Donc c'était assez facile pour moi. j'avoue, j'aurais sûrement fait pareil. J'avoue. Mais je ne dois pas vous cacher, et je vous le dirai peut-être plus tard lors de la draft, j'ai hésité avec un autre joueur, mais qui sera peut-être parti d'ici là. Ouais, ça, c'est Ok. intéressant. Et, et pour ma part, je pense que Isaiah Thomas, ça reste un joueur assez intemporel, mine de rien, capable. Je pense si le prime Isaiah était aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas été très différent des années Complètement. 80 pour ma part. Donc je pense que c'est un choix parfait qui pourrait très Il bien aurait mis fonctionner 30 points par aujourd'hui en match, ouais. 2020. Je suis complètement d'accord avec Possible. ça. J'avais fait des tiers pour ranger les joueurs et j'avais un seul joueur dans le tier 1, c'était Isaiah, quoi. Eh C'est ben, ça, enfin, il est un peu tout seul en haut de la mêlée. Et enfin, voilà, enfin, je pense que c'était un choix facile. Et je pense que, comme le disait Valentin, il est totalement adapté déjà dans sa manière de jouer et d'évoluer à l'époque moderne. Et voilà, enfin, je trouve que aussi il avait énormément d'avance sur son temps, quoi. Enfin, quand on regarde un petit peu les différents meneurs de son époque, on a des joueurs qui sont notamment sur la capacité à shooter en sortie de dribble ou tout simplement à driver ou dribbler. Il faut quand même peut-être attendre, je ne sais pas ce que tu en penseras Alex, peut-être l'avènement d'un joueur comme Tim Hardaway pour voir un joueur un petit peu dans le même profil, quoi. ouais, Tim Hardaway, ce genre de mec, Rod Strickland, Kevin Johnson, mais c'est vrai que Voilà, Isaiah, c'est un peu le papa de tous ces gars-là, hein, clairement. c'est ça. Clairement. Non, bon choix. Premier choix idéal. Ben, c'est moi qui est le deuxième choix et c'est moins évident parce que là, je dois tout de suite descendre un petit peu dans mon classement. J'avais réfléchi pendant longtemps et j'ai hésité jusqu'à il y a très peu de temps. J'ai plusieurs solutions, soit le deuxième joueur en termes de talent, soit le penser au poste, penser à ce qui me manquera ensuite quand j'aurai l'occasion de repiquer en 7. Je vais quand même jouer la carte assez logique et je vais prendre Joe Mars. Voilà, c'est juste après Isaiah Thomas, je pense que c'est de lui qu'on parle en termes de talent chez les Pistons. J'ai la possibilité d'avoir un super défenseur à l'arrière, donc qui va défendre sur vos meilleurs extérieurs adverses, et il y en aura quand même quelques-uns, notamment Isaiah et Ilias. J'aimerais bien voir le défi Thomas versus Dumars, ça peut être assez cool.
j'ai la possibilité de le mettre en meneur. Il en a fait une saison en 95 ou en 96, un truc comme ça, Ouais, avec il Grant peut. Hill. Donc Ouais. pourquoi pas. Il était capable de shooter, il était capable de mettre ses points. Pareil, je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, il serait pas du tout ridicule. Il a quand même une super longévité. Il a eu vraiment une super longue carrière. Moi, ça me plaît bien. J'ai hésité pas mal de temps, mais je me suis dit que Dumars, en deux, c'était le plus évident. Ouais. Gentleman Joe, l'autre MVP justement des finales de la période Bad Boy. Donc ouais, c'est un choix qui me semblait aussi évident. Voilà, et comme ça, je t'empêche de te faire le backcourt Ah bah, des Bad Boys. On sait jamais. en Si termes Il aurait jamais eu d'alchimie, sa chance. ouais, ouais. Non, je pense pas, mais bon. Jamais revenu. Je pense pas qu'il le. On sait- Ouais, je pense sait pas. jamais. Je pense pas. Et Dumars qui a par contre un peu plus excellé dans le rôle de GM que l'a fait Isaiah Thomas. Ça, on va pas se le cacher. Oui, ça, on peut être d'accord. Du Ouais. coup, Winston, tu penses que après Isaiah Thomas, le deuxième plus gros talent lors du passage de Détroit, c'est Joe Dumars En termes de talent pur, c'est dur. Je pense que je mettrais un certain joueur de la Teal Serra juste devant, mais on va dire en termes d'impact global et de talent global, je le mets sur le top 3. Enfin, Top 3, on est top 4. loin. On est loin du blasphème, hein. On est loin du Ah blasphème. non, Hein. mais Je dis pas que c'est un j'entends ce blasphème, que mais tu dis. bon, Bah, Dumars, il est dans mon top 3, mais je pense que Ouais, j'en ai au moins j'en ai moi peut-être un aussi. aussi. devant. J'en ai peut-être un aussi, mais là, par contre, j'ai réfléchi à des questions de poste. On va dire que quand j'ai tout Oui, bien recoupé, sûr, bien sûr. le manque, le poste, les besoins et le talent, on va dire que c'est Dumars qui est revenu en premier. Mais tu as raison, en talent pur, brut, j'ai Ça, un je défends. joueur, peut-être même deux devant, en fait, quoi. Ouais. Pareil, peut-être deux, mais vas-y, Notamment, shoot. On concernant est d'accord, Dumars, ok. c'est même quelque chose qui n'a pas forcément été tout de suite visible, justement, son talent. C'est-à-dire là où des joueurs comme Isaiah ou d'autres, dont on va certainement parler après, ont été draftés assez haut, assez rapidement, justement, parce que leur talent semblait visible et évident. Dumars, c'est quand même un style de sa draft, je crois, pris quasiment en deuxième partie de premier tour, quoi. Oui, bien sûr. Complètement. Mais après, sa carrière a parlé pour lui. 18. Voilà, c'est ça, en 18e choix, exactement. Ok. Place suivante, Alex? Du coup, je pense que je vais faire un choix au talent pour le first pick, sans trop m'occuper pour l'instant Et de voilà. stratégie de poste. Vu la position dans laquelle je pique et vu que Valentin, il en a deux derrière. Donc C'est là que ça commence à être stratégique. Ça reviendra jamais jusqu'à moi, donc je vais prendre Grant Hill. Ouais, facile. Logique. Bah, Voilà. Ah putain. Du coup, je peux l'avouer, c'est avec lui que j'ai hésité pour mon first pick. Bah, Grant Hill, si tu réfléchis en termes de prime qui a été fait chez les Pistons, c'est peut-être le joueur le plus fort, juste intrinsèquement parlant, qui ait jamais joué avec les Pistons. Sans problème. Peut-être. Il discute avec Isaiah parce que c'est quand même un athlète sans commune mesure avec pas mal d'autres joueurs. Le Grant Hill, là, de genre les années. Déjà, quand il est drafté, bon, il est co-rookie de l'année, mais je veux dire, les 2-3 années qui suivent, où il est All-Star tout le temps, là, ce Grant Hill, là 95, entre 95 et 2000, là, moi, je le trouve hallucinant, aussi bien au scoring, aussi bien défensivement. On oublie souvent d'en parler, mais c'est un bon défenseur, vraiment. Grant Hill, c'est un garçon très sérieux à ce niveau-là. Il prend beaucoup de rebonds, il est capable de créer. Je veux dire, on a oublié que Grant Hill, il distribuait 6 ou 7 passes d'ess par match depuis l'aile, ce qui était quand même relativement rare dans les années 90. C'est ça. Le côté point forward, là, il y en avait quelques-uns, hein, mais il n'y en avait quand même pas non plus des masses. Bah, il y avait lui et Pippen, quoi. Voilà, c'est ça. Et à la distribution pure, je mettrais même Grant. Offensivement pur, je mets Grant Hill devant Pippen. Offensivement pur, hein, j'ai bien dit. Bien meilleur créateur, oui, tout à fait. Ouais, je pense, ouais. Donc, ouais, non, je prends Grant Hill, je le mets à l'aile. Et puis je vais bien voir ce que vous allez faire et je verrai après comment je m'adapte. Mais je suis content parce que je pense que j'ai le meilleur joueur de la fournée. Je pense que j'ai le meilleur joueur de cette draft là d'aujourd'hui. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois en Grant Hill, et d'ailleurs, j'ai hésité avec lui concernant mon first pick, mais on part du principe que s'il n'avait pas été blessé et meurtri à travers sa carrière, il aurait pu avoir une toute autre carrière et un impact beaucoup plus important sur l'histoire. Je pense que pour ceux qui s'intéressaient, qui suivaient déjà la NBA à ce moment-là,
À cette époque-là, quand Grant Hill arrive, Jordan est de retour. Fait son retour peu après son premier All-Star Game et sa première draft, mais on voit un petit peu en Grant Hill et Penny Hardaway, deux joueurs dont le destin est un peu lié par les blessures et les mésaventures. On voyait en ces deux joueurs-là la succession de Jordan. Ah ouais, ça devait être leur ligue. Hein. Complètement. Penny certainement, et Grant Hill était très certainement aussi dans la discussion, mais malheureusement le physique en a décidé autrement. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a pas mal de une de Sport Illustrated dans les années 90 qui mettaient Grant Hill assez haut placé pour la succession de Jordan, ouais. mine de rien. Il a commencé à faire pas mal de une, etc. avec d'autres gaillards des années 90. Et je pense aussi que c'est un très bon choix. Et voilà, c'était ma cible numéro 1 avec le top 4. Mais voilà, Alex pour cibler un peu l'impact de Grant Hill à cette époque-là, il est rookie et il est sélectionné quand même dans le 5 majeur à l'Est pour le All-Star Game. C'est quand même pas n'importe quoi. Et titulaire. Deux fois titulaire, d'affilée avec, tout à fait. Avec le plus grand nombre de voix. Ah ouais, non, mais il était impressionnant dès le début. Hein. Les gens cherchaient un remplaçant à Jordan, quoi. Ah ouais. Puis il mettait déjà des misères tout de suite en arrivant, il mettait des misères aux défenses directes, quoi. Enfin, l'athlète hallucinant avec sa technique de dribble et tout, ses capacités à finir. Enfin, franchement, il lui manquait quoi à Grant Hill? Un shoot de loin plus fiable, peut-être, allez. Une sorte de LeBron avant l'heure, hein, peut-être un peu moins scoreur. LeBron a quand même des pointes très importantes entre 28 et 30 points de moyenne dans sa carrière, mais Grant Hill, c'est quand même quelqu'un qui savait tout faire un peu à l'image de LeBron, avec le leadership en plus, quoi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, on peut voir que finalement, comparé à d'autres talents, on va dire, gâchés par les blessures, finalement, Grant Hill, il a quand même fait pas mal de franchises. Il a réussi à se remettre en role player. Je crois qu'il a pris sa retraite à 41 ans aux Clippers. C'est ça. Quelque chose comme ça. Donc finalement, on peut voir que le talent, il est quand même inépuisable chez ce joueur. Et il a quand même réussi à avoir une carrière bien plus qu'honorable comparé à des... Je ne sais pas. À Phoenix, ce qu'il fait vers la fin des années 2000, début des années 2010, alors qu'il a entre 35 et 40 piges, c'est encore très bien. Hein. C'est énorme, tout à fait. C'est encore très bien. Le tournant pour lui, c'est justement le tournant pour lui à Phoenix. Je crois que ça a été la rencontre, Alex, tu me corrigeras si je me trompe, mais la rencontre en fait avec le staff médical des Suns qui a justement à plus ou moins résoudre ces problèmes chroniques de cheville et qui lui ont permis justement d'avoir une plus longue carrière que prévu, quoi. À un moment, à Phoenix, on avait Steve Nash, Vince Carter et Grant Hill. Bon, attention, hein, pas dans leur prime. Mais on avait ces trois noms-là sur la feuille de match. Ah, sur NBA Live, ça se joue facilement, ouais. Voilà. Et c'était quand même assez incroyable, quoi, de voir ça. C'est vrai. Donc voilà, non, Grant Hill, franchement, je suis serein avec mon choix. Très bon choix. Et quand Val me disait le talent brut, effectivement, j'aurais mis Grant Hill aussi en 2 probablement, quoi. Voilà, c'était de lui dont je parlais, effectivement. Ok, à toi Val alors, du coup. 2 fois d'affilée. Alors, 2 fois, en 4 et en 5. Grosse hésitation. Parce que j'hésite avec un autre talent plus récent. Si avec vous voyez où je veux en venir. Déjà, Drummond. Mais finalement, je vais... Non, quand même... quand même pas. Celui-là, je me le réserve pour plus tard si vous n'êtes pas méchant. Mais non, je vais quand même verrouiller le poste 1 en prenant Chauncey Billups. Parce que je pense que c'est celui qui, en termes de poste 1, après j'ai peur de remonter un petit peu trop loin, avec notamment des joueurs passés par, je pense que Winston saura Absolument. de quel meneur je parle, vers Fort Wayne, etc., voire dans ces années-là, ou début des premières années à Détroit. Mais je pense que le poste 1 c'est très important, surtout si on prend en compte le basket moderne. Et je pense que Chauncey Billups, fort heureusement, étant donné que c'est un joueur des années 2000, il correspond encore à un joueur assez moderne. Et je pense que ça reste un joueur assez sous-coté malgré tout, historiquement parlant, par rapport aux années 2000, etc. Parce qu'il est tombé quand même dans une génération avec effectivement Chris Paul, Tony Parker et j'en passe, pour ne citer que, et Jason Kidd, etc. Mais je vais quand même verrouiller le poste 1 avec Chauncey Billups, et je pense que ça me fait un joueur assez polyvalent, très complet et très bon leadership. Alors je vais verrouiller Billups. Bravo. Sa finale 2004, qu'on n'oublie pas, énorme lors de cette finale, MVP, gros défenseur, capable de mettre des 3. Sur tous les playoffs. Ouais, il est. On se rappelle notamment de son tir du milieu de terrain face aux Nets, bien qu'on perde le match, mais c'était un sacré joueur, le Chauncey. Tous
tout passait par lui, quoi. J'ai revu encore une nouvelle fois récemment ces matchs-là. C'est impressionnant, le fait que vraiment tout passe par lui. La créa est bien partagée entre tout le monde, mais quand faut prendre des paniers chauds, là, prendre des tirs chauds au dernier moment, ou quand il y a rien qui fonctionne, le jeu collectif fonctionne pas, c'est Billups qui prend absolument tout, quoi. Alors bon, finalement, il est pas mal inconstant, mais c'est normal avec le volume qu'on lui demande. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, franchement, il pourrait s'insérer dans le jeu d'aujourd'hui. Ça serait pas déconnant non plus, quoi. Ouais, extrêmement physique. Il est extrêmement fort au niveau du buste, c'est-à-dire du haut du corps. Et je pense qu'il mettrait à mal pas mal de meneurs actuels. On peut aussi tirer aussi un coup de chapeau à Dumars à l'époque, ce qu'il l'a signé, parce que la carrière de Billups, bien que drafté haut par Boston, elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être dans ses débuts. Et c'est vraiment Dumars qui a cru en lui et qui a, on va dire, donné un second souffle à sa carrière. Ouais, clairement, puis c'est un pur shooter. Je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, Ouais, parce que c'est un mec il en prendrait 8 par match, et il aurait le droit, je veux dire. S'il en met Complètement. 40%, on sait très bien ce que ça donne après. Donc non, Billups, aujourd'hui, ouais, peut-être des petits soucis de vitesse face à certains meneurs dans certains types de jeux, mais vu le shooter et le défenseur et le gestionnaire, ouais. aucun souci. C'est un pur meneur, Billups. 90% sur la ligne aussi. Ouais, en plus, ouais. Enfin, le mec est ultra sûr, quoi. Enfin, on connaît aussi sa réputation dans le clutch. Ouais. Donc, Valentin, excellent choix. Et donc, Encore à du toi, coup, c'est encore à moi, il cinquième me pick. semble. Et peut-être que là, je vais prendre un risque, peut-être. Mais je vais prendre au poste de pivot. Fais-nous rêver, Je- Val. Allez. attendez. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais prendre Ouais, Bob Lanier. bien. Je Super. vais prendre Bob C'est Lanier. lourd. Je pense que peut-être que tout le monde ne le connaît pas, c'est pas le joueur qui revient souvent, mais je pense que dans la NBA moderne, quand on regarde son style de jeu, il a quand même tapé des saisons à 28-12 avec 4 Ah passes, oui, 3 contre. clairement. Je pense que c'est pas un pivot très très grand. Il est vrai, je crois qu'il atteint tout juste 2,10 m. Donc il va falloir que je règle ça sur les postes extérieurs ou au poste 4. Mais je pense que c'est tout simplement le meilleur. Il y a peut-être match avec un certain pivot Bad Boys. Mais je pense qu'en termes de talent pur offensif, en termes de panoplie offensive, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que Lanier reste l'un des meilleurs intérieurs. Je parle du poste 5, pas de poste 4. L'un des meilleurs intérieurs offensifs pour moi de l'histoire des Pistons. Et tout simplement l'un des meilleurs joueurs qui ne revient pas assez souvent dans la discussion quand on parle des grands joueurs des années 70. Mais en tout cas, pour ma part, je suis pas déçu de le prendre maintenant. Ça peut être risqué si les personnes ne le connaissent pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour ma part, je pense que ça reste l'un des meilleurs intérieurs offensifs et en termes de talent de l'histoire des Pistons. Ouais, je suis complètement d'accord. Le gars faisait tout seul. Il devait vraiment tout faire en attaque. Il y avait trois pivots dans ces années-là, dans les années 70. Il y avait Karim, il y avait Walton et il y avait Lanier. Vraiment, c'est vraiment un super joueur. Le peu d'images que j'ai vu de lui, il est vraiment super impressionnant. Offensivement, il est capable de tout faire. Alors, ok, le jeu était vraiment dans la raquette à l'époque, mais même aujourd'hui, alors bon, il faut se projeter, mais tu te fais un axe Billups Lanier, pour le coup, ça peut être super intéressant offensivement parlant, quoi. Donc je valide complètement ce choix, quoi. Très technique pour son époque aussi, hein. Enfin, ce genre d'intérieur pivot gaucher qui donnait énormément de mal justement à toutes les défenses. Et Bob Lanier, c'est quand même un joueur qui, pour son époque, gravitait aux alentours des 24-25 points de moyenne, hein. C'était un très très sérieux client de son époque. Et ce qui m'avait quand même pas mal étonné, moi, quand j'ai préparé justement cette chronique et cette émission, c'était ses moyennes en passe, en fait. J'étais assez étonné qu'il a réussi à gratter des saisons à pas loin de 4, C'est vrai. 4,5, voire presque 5, lorsqu'il est dans son prime. Et je ne pensais pas que c'était un aussi bon passeur pour le coup. Et c'est ce qui Il m'a jouait fait avec des peintres, balancer. quoi, aussi. Donc du coup, c'est encore plus fort, Oui, quoi. c'est ça, bien sûr, bien sûr. C'est clair. Bon, bon choix, Voilà, bon donc c'est choix, à vous. Val. Alex, à ton tour. Du coup, comme ça commence à se compliquer un peu, déjà, je vais quand même sécuriser un poste qui va commencer à se tendre un peu plus là. Je pense que je vais prendre Dave Bing. Ah putain, j'en Parce étais sûr. que pour plusieurs raisons. La première, c'est que
Bah, en fait, on parle pas si souvent que ça de lui quand on parle de l'histoire des Pistons, parce que c'est vrai qu'il a la concurrence de Isaiah Thomas et de Chauncey Billups sur les postes de meneur. Donc c'est vrai que bah, c'est quand même du lourd. Mais honnêtement, le scoreur Dave Bing a rien vraiment à envier. Bon, il n'y avait pas de ligne à 3 points à l'époque où il jouait lui, donc c'est compliqué de le juger là-dessus. Mais l'athlète, pour moi, est supérieur à du Isaiah et à du Billups. Ça va plus vite, ça monte au cercle et tout. Bon gros passeur, slasher, pas feignant en défense sur le peu d'images que j'ai pu en voir. Donc ça me plaît bien. Je vais me mettre un petit Dave Bing dans mon 5. Comme ça, je trouve que sur les extérieurs, en fait, finalement, entre Dave Bing à la main et Grant Hill, que je peux mettre en 2 ou en 3, je verrai ce que je peux avoir autour. Je suis pas mal, en fait, déjà sur les extérieurs. Je suis déjà bien équipé. Ouais, super propre ton équipe. Voilà. Et du coup, Dave Bing, qui était d'ailleurs à l'époque un des rares extérieurs à shooter et à jouer autant, quoi, en fait. Tout le jeu était 100% intérieur, et c'était le seul gars, le seul meneur, le seul extérieur qui prenait cette brouette de shoot et qui en mettait autant, quoi, en fait. C'était le seul Ouais, il drivait vraiment bien. mec qui était dans les top 5 scores de la ligue en extérieur, en fait. Ça n'existait pas avant, en fait. Ouais, il a même été meilleur scoreur une fois, je crois. Enfin, je Je crois. crois, là, je parle de mémoire, donc je suis pas sûr, mais oui, Faudra c'est pas vérifier, mais il me semble. impossible. Très vite en plus d'ailleurs, je crois. Et puis, meneur d'1m90, donc à l'époque, il était quand même souvent plus grand et plus balèze. Enfin, Dave Bing, quand tu regardes des images de lui, clairement, il détonne un peu par rapport aux autres, quoi. Il va au cercle, tu sens qu'il est athlétique et tout. Parce que c'est les années 70, donc c'est vrai que c'était un peu moins. Je dirais, il jouait des Jerry West, des gars comme ça qui étaient des sacrés basketteurs, mais lui, il avait souvent un avantage athlétique. Je pense que par rapport à ce que tu as dit en début de podcast, Winston, le fait qu'il faut que le mec puisse jouer aujourd'hui, j'ai aucun mal à imaginer Dave Bing avec son style de jeu de l'époque jouer aujourd'hui. Ouais, ben, un Dave Bing versus un Billups ou un Isaiah Thomas en face, ça me plairait bien de voir aussi, quoi. Ça bataille, ouais, je suis Voilà, d'accord. c'est pas ridicule. Ouais. Après, Dave Bing, il a souffert surtout un petit peu du mal qui a touché un peu lors de leur passage aux Pistons des joueurs comme Lanier ou Grant Hill. C'est justement le fait qu'il était un petit peu trop seul, quoi. C'est-à-dire que Ouais, ils ont c'était une rien gagné, star. quoi. Voilà, c'était une Ouais. star, c'était quelqu'un capable de créer pour les autres. Mais bon, si les autres qui t'entourent ne sont pas si talentueux que ça, bah, au final, voilà, tu scores, tu stats, tu fais tes chiffres, mais malheureusement, tu gagnes pas beaucoup. Non, tu gagnes pas beaucoup de matchs, c'est clair. Je suis même pas aussi. Il part en 75 de Détroit et Lanier arrive à 71, donc Ils ont ils font joué que ensemble, ouais. 3, ouais, Mm. mais 3 ou 4 saisons seulement, quoi. C'est pas si Pas dingue que ça. ouf. C'est au tout début de Lanier en plus, donc c'est la fin de Dave Bing et c'est le début de Lanier de mémoire. Donc, Ouais, 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 on ouais. n'a pas pu voir exactement le duo, quoi. Donc bon. Ok, en tout cas, tu me voles le meneur que j'avais en tête. Donc je vais peut-être me focaliser sur Joe Dumars meneur. Bon, on verra. Donc du coup, je vais être super rancunier et je vais prendre Bill Laimbeer du coup. Oh. Voilà. Ça, c'est moche. Si tu n'avais pas pris Bing, je prenais Bing, je pense. Mais Laimbeer me va très bien. Non, mais il aime bien, grave. C'est le pivot idéal des années 80 qui irait parfaitement dans la NBA d'aujourd'hui en fait. Le mec, c'est la muraille défensive. J'ai presque même pas envie d'en parler, de laisser juste Alex en parler comme il le fait magnifiquement. Le mec, c'est une muraille défensive, c'est le capitaine de la défense et il peut shooter à quoi 37-38% à 3 points, alors qu'à Ouais, C'est l'époque, ça. personne en prenait, donc c'est juste affolant quoi. Il avait même le record lors de la finale 90. Il avait quand même mis 6 paniers à 3 points face aux Yes, Blazers. Ce exactement qui, quoi. avant des joueurs comme Ray Allen et je crois Robert Torrey, avait été un record. On parle quand même de Bill Laimbeer, gros pivot blanc de la fin des années 80, qui balançait déjà des gros 3 sur la tête des défenses. Donc il n'y a absolument aucun mal à imaginer un Laimbeer avec sa dureté et avec le jeu tellement écarté aujourd'hui, pouvoir s'adapter à notre époque. Mais Jordan, quand il prend ses D'ailleurs, 3 points là en finale, il en prend 6 aussi. Ouais, mais en première mi-temps.
C'est en première mi-temps, pardon. Effectivement, c'est en première Ouais, c'est mi-temps. en une Non, mais mi-temps, Jojo. Ouais. non, mais j'ai toujours été avec cette image de Jordan qui en prend 6, mais effectivement, c'est en une mi-temps. J'avais oublié ce détail. Mais bon, c'est Ouais. Jordan et c'est un Le, ma- extérieur. le Et c'est match, le match est torché, donc il aurait peut-être et pu c'est améliorer le extraordinaire, record. quoi. Donc, Ouais, du coup, et tu te dis, Lambeer, lui, il a fait ça, alors que bon, voilà, c'était un pivot. À l'époque, il n'était c'est pas ça. censé shooter comme ça, quoi. Non, non, clairement, la question qu'il faut se poser avec l'Embir dans les règles d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut finir un match? Ouais. Ouais, c'est ça surtout. Bah, Bah, il a, ça, il a, dé- il a ça dépend. son petit sourire en coin, ça Ça dépend passera avec les Ça droits peut d'auteur. passer, peut-être, ouais. ta question, elle est tendancieuse, Alex, parce que ça dépend. Est-ce qu'il peut terminer un match physiquement ou à cause des techniques? Bah, les deux. C'est-à-dire que l'Embir sur les Switch d'aujourd'hui, avec les arrières et les ailiers, les extérieurs d'aujourd'hui, il était plus mobile que ce qu'on croit latéralement, mais c'est quand même pas Non, une non, ouais. mobilité incroyable. Par contre, je pense que dans les raquettes d'aujourd'hui, face aux intérieurs un peu plus soft et tout, je pense que par contre, ça ramasserait du rebond à plus quoi savoir en foutre. Et effectivement, Complètement. le côté stretch five, je pense qu'en attaque, le pick and pop avec l'Embir, c'est. Non, franchement, c'est un pur choix. Surtout que t'as Doumars aussi, hein, c'est ça, hein, Winston, Ouais, hein. pour l'instant, ouais, Dumars et Lambeer. Donc là, t'as deux patrons, quoi. C'est ça. Tu te dis, tu fais une défense super traditionnelle, un peu comme ce que fait le Jazz aujourd'hui, et tu mets Lambeer à la place de Gobert. Écoute, en défense, ça me choque pas, quoi. C'est jouable. Non, ça peut tenir la route, hein. Ouais. Après, peut-être un petit peu moins de dissuasion de la part de Bilou. Mais après, Ça c'est disons dur. qu'en attaque, par contre, il offre plus de possibilités qu'un joueur comme Gobert, qui va surtout finir près du cercle. Avec l'Embir, tu avais plusieurs options. Val, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je disais qu'il y a pas si longtemps que ça, j'avais lu, je ne sais plus où, c'était un article, je crois, anglais, enfin américain du coup, qui disait que le joueur qui se rapprochait le plus en termes de seulement panoplie basket, hein, pas de comportement aujourd'hui, c'était le nouveau, entre guillemets, Brook Lopez des Bucks. Alors je sais pas si vous êtes Il y a d'accord, de ça, hein. Ouais, c'est mais pas je mal, trouve, ouais. C'est il une y a bonne de ça en comparaison, fait, hein. Effectivement. parce que comme le disait Alex dans sa vidéo justement sur Bilou, c'est quand tu regardes Bill, c'est pas le joueur le plus athlétique, c'est pas le joueur le plus rapide, mais comme le dit très bien Alex, c'est toujours très concentré, toujours très intelligent dans ses placements et ses décisions défensives. Et c'est vrai que y a de ça avec Brook Lopez qui n'était pas un défenseur hors pair à Brooklyn et qui aujourd'hui pas un défenseur sous-coté non plus, mais un défenseur que quand tu le regardes, t'as pas l'impression que c'est qu'un très gros défenseur parce qu'il est pas physique, c'est pas une montagne de muscles, mais il est toujours là et finalement il fait un gros taf et avec le shoot extérieur en plus, c'est vrai qu'il y a ce grand pivot blanc comme ça très concentré et c'est vrai que j'avais trouvé ça intéressant pour une fois de la part des Américains Effectivement. de cette comparaison. J'aime bien l'idée, ouais. Ouais, non, ça tient la route. Surtout que Brook Lopez, il s'est pas mal transformé en tout cas, au moins en protecteur de cercle ces dernières saisons à Milwaukee. Donc c'est vrai qu'il y a de ça, en tout cas. Ilias, à ton tour de nouveau pour 2 choix consécutifs. Ok, bon bah écoutez, je vais essayer de me la jouer stratégique. Là, on Bah, il va faut. essayer voilà, de définir certains postes et aussi de visualiser un petit peu comment pourrait jouer l'équipe et s'adapter du coup au jeu moderne. Donc, le premier choix que je vais faire peut surprendre parce que j'estime qu'il y a d'autres légendes des Pistons que j'aurais pu prendre avant ce joueur-là, mais je vais prendre Rachid Wallace. Ah, Je vais prendre Rachid Wallace parce que j'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais balancer des gros pick and pop à 9 mètres avec Isaiah. Et on sait qu'au fil de ces années à Détroit, le Shid a commencé à pas mal s'écarter de plus en plus vers l'extérieur. Et on parle quand même du joueur qui a été déterminant et qui a été, on va dire, la pièce finale et manquante à l'effectif qu'avait commencé à construire Joe Dumars en 2004 pour accéder au titre face aux Lakers. Donc c'est un joueur qui sur le papier en tout cas, propose énormément de choses et qui, je pense, a un talent qui est sans commune mesure, même par rapport aux autres très gros power forward des années 2000. Moi, je pense que si Rachid Wallace avait été un petit peu plus sérieux, qu'il avait eu un petit peu plus de détermination, on va dire, en dehors du terrain, parce que sur le terrain, il n'y avait absolument aucun problème, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être encore plus marquant. Je sais pas, enfin, j'imagine que vous vous en rappelez, mais
Il avait une capacité à jouer un petit peu de haut panier dont il se servait de moins en moins au fil de sa carrière, ce qui était plus ou moins normal avec un physique en berne. Mais à une époque, un petit peu à l'image de Lamarcus Aldridge aujourd'hui, il avait un fadeaway jump shot sur le poste bas qui était quasiment inarrêtable, quoi. C'était un peu son go-to move et rien que pour ça, j'ai envie de l'intégrer à mon équipe. C'est un bon choix. J'aime aussi beaucoup. Parce qu'il défend bien aussi, hein, C'est ça. en Ouais. plus. Ouais, et puis il est imprévisible, il peut vraiment te débloquer un match où quand il n'y a rien qui va et tout, c'est vraiment, en attaque, c'est un super atout. Et effectivement, à Portland, il n'était pas comme ça, ou pas trop comme ça, mais quand il est arrivé à Détroit, il s'est mis à défendre sérieusement. La chimie avec Ben, elle était super. Non, non, c'est gros, bon choix pour Ilias. Voilà. Ensuite, Allez, enchaîne. j'ai besoin justement de finaliser un petit peu mon backcourt donc, pour jouer avec Isaiah. Et je vais prendre un autre joueur de l'équipe championne de 2004 et je vais prendre l'homme masqué, je vais prendre Rip Hamilton. Parce que j'ai besoin encore d'un petit peu de shoot, parce que visiblement j'en ai pas encore assez avec Isaiah et Rashid Wallace. Mais voilà, je vais prendre Rip Hamilton qui lui aussi personnellement m'a énormément surpris lors de son arrivée à Détroit. Quand on transfère Jerry Stackhouse pour Rip Hamilton, on peut commencer à se poser des questions, même si le temps a donné raison à Joe Dumars. Euh, Au moment où ce trade se fait, Stackhouse quand même sort de très 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 grosses saisons, Ah ouais. notamment d'une année à 29 points de moyenne. Il est All-Star, il porte l'attaque des Pistons quasiment à lui tout seul, mais on sent Après, il que prend 24 shoots par match voilà, aussi. c'est vrai qu'il arrose pas mal également, mais après, évidemment, il n'y avait pas énormément de joueurs non plus à qui distribuer. Ça, c'est Grant vrai. Hill était parti. Du coup, quand le trade se fait, je suis surpris, mais je comprends l'initiative de Dumars qui veut un petit peu rajeunir l'effectif et on va dire essayer de construire quelque chose de cohérent autour de la signature de Billups, etc. Donc l'arrivée de Rip Hamilton, le temps va lui donner raison et d'ailleurs, tu le soulignais dans la deuxième partie de tes chroniques, Winston. Il a été assez énorme, notamment lors de la série face à Indiana en 2004, sans parler de celle face aux Lakers. Et là où Rip Hamilton m'a énormément surpris aussi, c'est dans sa capacité à défendre. Ça a beau être un joueur qui semble assez frêle quand on l'observe, mais c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui va au contact et qui a vraiment été une des pièces très importantes dans la défense et dans l'équipe de 2004. Après, autre de ses qualités, ça forcément sa capacité à shooter, à se battre, à essayer de contourner les écrans pour aller prendre des catch and shoot. Et aussi, une de ses forces qui m'impressionnait un peu chez lui, c'est sa capacité à faire ce qu'on appelle des running jumpers, quoi. Le fait de prendre des shoots en pleine course. Pour ceux qui ont joué au basket, ceux qui ont joué au basket savent à quel point ce geste est très difficile à maîtriser parce que le fait de shooter dans un fauteuil, c'est quelque chose, mais alors shooter en mouvement après une course, c'est pas de tout repos. Donc, c'est quelque chose qui maîtrisait pas mal et rien que pour ça, voilà, j'ai envie de l'intégrer à mon équipe. C'est un bon choix. Super choix, je valide aussi. Ouais. Avec des gros porteurs de balles qu'on peut avoir aujourd'hui, et comme tu auras aussi avec Thomas, se dire qu'il va profiter de tous les bons écrans et pouvoir shooter tranquillement, ça, c'est super intéressant. C'est sûr, c'est sûr. Eh ben, à mon tour, c'est chaud. J'ai Joe Dumars et j'ai Bill Laimbeer. Ben, dans mon top, il y a Dennis Rodman qui est pas loin, donc je vais le choisir. Comme ça, je peux le faire jouer aussi poste 3 ou poste 4, parce que j'aime bien le Dennis Rodman poste 4. Je me rajoute de la défense, donc je vais avoir une équipe super défensive. La question va se poser pour le shoot. J'ai bien envie de voir ça, mais si j'ai le Rodman pardon, un peu canalisé de l'époque Pistons, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça peut courir, ça défend comme un chien fou. Je pense qu'il peut être assez complémentaire avec mon équipe de chiens que je suis en train de me bâtir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais C'est pas mal. voilà, j'hésiterai jusqu'au bout. Je vais pouvoir choisir
J'ai Dumas que je peux faire jouer 1 ou 2, même si c'est plutôt un 2, mais quand même. Vous m'avez volé tous les 1, donc pourquoi pas. Et j'ai Rodman que je peux faire jouer 3 ou 4. Donc j'aime bien le fait que ça m'ouvre aussi pas mal de possibilités. Et dans cette NBA d'aujourd'hui où on est en train d'abolir un peu tous les postes, ça me plaît bien d'avoir cette polyvalence. Ok, pas mal. Après, si Pas tu avais mal, pas besoin de mal. shoot à ce poste-là, tu avais Terry Mills. Hein. Terry Mills, C'est un, c'est un- 13 3 points d'affilée. Hein. c'est un très bon shooter, Terry Mills. Mais C'est un après, il est en termes de joueur à fonction unique, on peut pas faire mieux que Terry Mills. Hein. Franchement, il avait un espèce d'acteur, un espèce de physique d'acteur de flic des années 80. Mais mais voilà, c'était un peu le joueur du dimanche matin, mais par contre, il avait un bras machinal quoi. Pour mettre à 3, Lui, c'était quand il est assez ouvert, impressionnant. c'est voilà, quoi, c'est un penalty, comme on dit. C'est ça, c'est un lay-up. Ok. Alex, pick 11. Pick 11. Donc moi, j'ai déjà Dave Bing et Grant Hill. Donc moi, je trouve qu'offensivement, je suis déjà un petit peu chiant à jouer, en fait. Déjà de base, hein, parce que Dave Bing et Grant Hill, en fait, ça se trouve, j'ai un duo à 50 points par match, en fait. Donc je vais prendre Big Ben. Hein, Ouais, Ben Wallace. Boum. super choix. Allez. Voilà, comme ça, on est bien. Big Ben, ça switch sur tout ce que tu veux. Alors c'est clair qu'offensivement, il va pas m'apporter tant que ça, à part des rebonds offensifs, des dunks. Par contre, ça défend tout ce que tu veux, ça switch tout ce que tu veux, ça court tout ce que tu veux, ça défend les gros au poste. Enfin, je pense que dans le genre pivot, donc lui, il a vraiment eu son prime dans les années 2000, mais dans le genre pivot défensif, mobile, contreur, gros rebondeur, mental de défenseur et tout, qui pourrait jouer dans le jeu actuel et vraiment être ultra efficace dans un rôle bien précis, je pense que Big Ben, c'est le top. Non, en plus, c'est parfait ce que tu fais avec ton équipe super offensive et Grant Hill, le playmaker, c'est le choix parfait, quoi. Ouais, je pense que je trouve l'équilibre pour l'instant assez bon. On verra ce que je vais réussir à mettre pour compléter le 5 majeur et tout ça, mais en tout cas, j'aime bien l'équilibre de base là. Ouais. Très bon choix. Défenseur de l'année 4 fois, Big Ben quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai un défenseur de l'année 4 fois au pivot et j'ai un ailier qui est quand même très très chiant à attaquer dessus quand même, quoi. Donc du coup, ça me fait déjà un front de courte de base qui est chiant à défendre et qui est chiant à attaquer en fait. C'est ça. Donc j'aime bien. Voilà. Pas mal, efficace. D'ailleurs, je me pose souvent la question par rapport à Big Ben. Est-ce que aujourd'hui, admettons le prime Big Ben, est-ce qu'il jouerait vraiment poste 5 par rapport à sa taille ou il serait pas un poste 4? Ouais, quand même. Aujourd'hui, hein, je pense. Hein. Ouais, tu fais quoi en attaque? Tu rajoutes un pivot à côté de lui? Ouais, mais si t'as un pivot qui stretch et qui est très bon ouais. offensif, tu sais l'équilibre avec le poste 4 par rapport. Ouais, genre à côté d'un Porzingis que tu ferais jouer pivot par exemple. Mais en gros, tu fais Big par Ben, exemple, il défend sur le gros intérieur adverse et voilà, point barre. Et en attaque, c'est le rollman, quoi, c'est tout. Il pose. Oui, Ouais, non, mais sûr, ça pourrait marcher. En 4, il pose les écrans et il court au panier, quoi. Ouais, ça pourrait marcher. Il souffrirait moins de la taille. Sûr. C'est l'avantage de Big Ben, c'est qu'il est tellement mobile en fait latéralement dans la NBA d'aujourd'hui où ça aime bien switcher et jouer l'ISO. Franchement, je veux dire aujourd'hui, on voit beaucoup d'intérieurs qui sont en galère face à des Kawhi, des Paul George, des Harden, des Bradley Beal et tout quand ça switch. Je dis pas que Big Ben va forcément les museler, mais en tout cas, il a les capacités mentales et athlétiques pour être très très chiant, même quand ça switch. Ouais. Il n'y aurait pas de match-up défavorable avec lui, quoi. Non. Voilà. En tout cas, du poste 3 à 5, il défend facilement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et si ça descend un peu en dessous, ça, il n'est pas ridicule, comme peuvent parfois l'être, malheureusement pour eux, des Brook Lopez, des Rudy Gobert, des Hassan Whiteside ou des gars comme ça qui sont trop grands et pas assez mobiles latéralement en fait. Ouais. Voilà. Carrément d'accord. Donc voilà, un petit Big Ben dans ma team. Bon choix. Val, à toi pour 2 choix d'affilée, le 12 et le 13. Ah oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu tout d'un coup une hype quand j'ai pris Bob Lanier, que j'avais absolument envie de l'associer à un joueur. Et je sais pas pourquoi, je trouve que Bob Lanier avec Blake Griffin, alors je vais m'expliquer. Je sais que ça peut faire tâche parce qu'il a que une saison. On a dit son prime. Son prime, ça compte. Une saison, ça compte. On a dit son prime, ça compte. Mais son prime à Détroit l'année dernière, je pense sincèrement j'ai jamais
autant été impressionné. Bon, en même temps, j'ai commencé la NBA et Détroit en 2010. Donc, c'est sûr que je ne peux pas être beaucoup impressionné par des joueurs passés par Détroit. Mais Blake Griffin, le Blake Griffin de Détroit, c'est absolument pas du tout le même Blake Griffin des Clippers, évidemment. C'est un Blake Griffin qui colle beaucoup plus au jeu moderne. Et la saison dernière, il a eu un leadership et une polyvalence offensive, notamment sur les extérieurs. C'est pour ça que je le mets avec Bob Lanier, qui peut vraiment faire le ménage dans la raquette. Alors peut-être que je vais avoir des problèmes défensifs, peut-être des problèmes de taille, je le conçois. Mais dans la NBA moderne, j'ai envie de dire, c'était pas si grand que ça, on va dire, par rapport à une certaine autres décennies. Et quand je vois que l'assurance extérieure, au shoot extérieur notamment, qu'a eu Blake Griffin l'année dernière, quand on voit qu'il a un meilleur pourcentage extérieur à 3 points l'année dernière que Kevin Durant, avec plus de tentatives, ça c'est important de le préciser, plus de tentatives à 3 points et un meilleur pourcentage que KD l'année dernière aux Warriors, je me dis que ça peut faire une raquette qui correspondrait plus à la NBA d'aujourd'hui, avec Lanier et Griffin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'associer les deux. Ça peut être discutable, je le conçois. Non, mais moi, ça me va. T'as pas de problème de taille, hein, Valentin, en fait, parce qu'avec Bob Lanier, enfin là, j'ai pas sous les yeux, mais Bob Lanier, Ouais, c'est un mais gros bébé, hein. Ouais, c'est C'est 2 mètres 11, un truc comme oui, ça. c'est un beau bébé. ouais, c'est ça. Mais ah De ouais, parce que 11 moi et puis j'avais plus s'il souvenir fait de 2 m 9, et puis il fait bien 9, 115 9 ou kilos en 8, plus, j'avais souvenir moi. attention, hein, tu Ouais, le bouges pas comme ça, hein. Alors oui, en termes il avait un bon coup de fourchette, ça y a pas de problème, mais moi c'était plus en centimètres que je parlais dans mes souvenirs. Lanière, c'était pas Big Ben, mais c'était moins de 2 m 10. Moi dans mes souvenirs, Ah, j'avais je crois que 2,9 ou je crois 2,8. que c'est 2,11. C'est Je pour crois que ça c'est que je disais 2,11, problème mais de taille. à confirmer, à confirmer. Bah tant mieux alors si c'est 2,11. C'est C'est un encore mieux. super choix. Donc La voilà. saison que fait Griffin l'année dernière, en termes juste sur une saison, alors c'est court, mais là on parle de prime de une saison. Sur une saison, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait une si bonne saison que ça, quoi. Clairement pas. Et tout à l'heure, Non, c'est sûr, hein. quand on débattait du talent individuel, c'est quand je t'ai dit un, donc Grant Hill, et voire même peut-être deux, je pensais à Blake Griffin, quoi. Bah oui, bah c'était les Juste deux auxquels en je termes pense de également. talent pur, il a tout fait l'année dernière, il s'est transformé, excellent passeur, shooter hyper fiable, il prenait le match à son compte quand c'était les moments chauds. Mais par rapport aux critères justement de cette émission, quand tu parles de basket moderne, je trouve Voilà, que c'est Lanière, impeccable. Griffin, c'est moins, on va dire moins risqué que par exemple si je mettais plus de bad boys ou en termes de comportement ou quoi que ce soit. Je trouve que ça reste un petit peu, ça reste made in Détroit et je trouve que ça reste offensivement vraiment vraiment moderne et très 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 complet avec Lanière et Griffin, quoi. Ouais. Ouais, mais ça se discute, hein. Complètement. T'as encore un autre choix? Et Ah oui. Et pour équilibrer tout ça, au poste 3, je vais prendre un free and D. Je pense que vous savez lequel dont Ah, je bien parle. joué. C'est Tayshaun Prince. Bien Pour joué, parce que équilibrer ça tout m'aurait ça. bien plu, moi. Voilà, donc je récapitule. Billups, Tayshaun Prince, Blake Griffin et Bob Pas Lanière. mal. The Block avant The Block. C'est Ouais, super. exactement. L'original. Exactement, le Cauchemar de vrai The Reggie Block. Miller. Et c'est aussi un peu le joueur qui sauve un peu la déclaration plus que irrespectueuse de Rachid Wallace, hein. Parce que Rachid Wallace Ouais. garantit la victoire au Game 2 Ouais. face aux Pacers, Ouais, mais on ouais. était Il se à trouve pas dans les grand-chose. largeurs. On était à un lay-up et donc un retour de Tayshaun Prince d'un 0-2, quoi. Ça aurait été Ah ouais, très, non, très mais il peut dire problématique. merci, hein. Ah, il peut Ah ouais, dire merci, hein. Ah non, on est Surtout que lui, il d'accord. se trouve vraiment, quoi. Bien comme il faut, ce jour-là. c'est ça. Il fait vraiment un très mauvais match, quoi. Il a dû se mettre la pression tout seul, le pauvre, et il peut dire merci à Prince. Et après, Tayshaun Prince, au-delà de son contre, c'est aussi le cauchemar de Kobe lors de la finale, quoi. Ouais. Et c'est de mieux en mieux, Prince. Plus les saisons avancent, plus il fait des super saisons en 2006, 2007 aussi. Il fait vraiment des trucs super intéressants. C'est Il vrai. devient de plus en plus complet, meilleur en attaque. C'est pas juste un défenseur, quoi. Il y C'est a, un très bon il y a choix. J'aime juste beaucoup. eu un souci, en fait, dans la carrière de Tayshaun Prince. Il y a juste une solution qu'il n'a pas réussi à trouver, c'est la solution à LeBron James. Ah, il n'y a pas beaucoup qui l'ont Ouais, trouvé. ouais, non, mais c'est sûr. Mais moi, je me rappelle m'être arraché le peu de cheveux qui me restait justement lors des séries face à Cleveland. Enfin, il y arrivait pas en fait. LeBron avait beaucoup trop de choses en magasin pour pouvoir faire déjouer Prince. Il avait beau être long et fort en défense, il lui manquait quand même la capacité physique et rapide à pouvoir suivre un joueur comme LeBron. En 2006, peut-être. C'est quand
Quand les Pistons gagnent au match 7, c'est l'une de ses meilleures séries contre les Browns, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est encore. Enfin, à l'époque, j'étais content de notre victoire, mais c'était presque anormal que Cleveland et le seul joueur de correct qu'il possédait à l'époque puisse nous pousser en 7, quoi. Complètement, c'est sûr. D'ailleurs, il a suffi d'un des potes de LeBron qui était accompagné cette fois-ci de Shaq pour nous faire vaciller, quoi, dans la série d'après, Là, ça devenait trop dur, quoi. face à Miami. Wade, Ouais. Wade et Shaq, c'était impossible. C'est ça. Ok, Alex, c'est ton tour, pick 14. Ça se complique, hein, je vous cache pas. Donc moi j'ai Dave Bing, j'ai Grant Hill, j'ai Big Ben. Ouais, mais je pense que je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais y aller au talent. Je vais prendre Jerry Stackhouse. Ouf. Franchement, son prime à Détroit, c'est quand même extrêmement sale. Hein. Ouais, il y a une saison à 30 points, il me semble. Une saison à quasiment 30 points. Et la celle d'avant, enfin, il est All-Star 2 fois sous le maillot de Détroit. Celle d'avant, c'est très intéressant également. En plus, c'est un joueur un peu comme Grant Hill que tu peux vraiment balader sur les postes externes. Enfin, dans la NBA actuelle, j'ai pas de problème à faire jouer un Grant Hill un peu poste 4 de temps en temps. Vous me voyez venir, moi, un espèce de small ball, tout le monde à 2 mètres. Là, je vais peut-être partir là-dessus. Du coup, avec Bien Grant l'idée, Hill et Stackhouse, je peux vraiment me permettre de les faire jouer 2-3 ou 3-4. Donc, je vais voir en fonction de ce que vous allez me laisser. Ça me laisse des options. J'aime bien et je trouve qu'en fait, ça commence à être assez indéfendable mon affaire là avec Dave Bean, Grant Hill et Stackhouse. Donc ouais, je pense que je le prends. Après, c'est pas un joueur emblématique des Pistons parce que finalement, il n'est pas resté si longtemps que ça. Hein. Mais franchement, c'est là où il a été le meilleur en fait. Hein. Oui, parce qu'il est jamais resté très longtemps nulle part en fait, quoi. Non, Je vois pas trop sous quel maillot je m'en souviens de non, Stackhouse, à part les Pistons en fait. ouais. Philippe, c'était le début peut-être, mais c'est même Au pas début, à Philly, on disait c'est le nouveau Jordan. Bon, ok. Voilà, et Puis on a vite compris que c'était pas le cas. c'est pas le cas, mais il est 2 fois All-Star à Détroit, mais c'est tout. Je crois qu'il est plus All-Star Ouais. après. C'est ça. Non, Il il a est plus joué, All-Star il a après. joué un peu partout à Dallas. En fait, quand il est transféré à Washington, il se blesse immédiatement. Ça Ouais, met là, juste- ça commence à être la misère. Après. Ouais, Voilà, il se ouais, blesse c'est ça. immédiatement et ça met un petit peu fin au prime de Stackhouse. Mais en Ouais, tout ouais, cas, ouais. c'est un joueur extrêmement coté à sa sortie de North Carolina. Hein. D'ailleurs, il jouait avec Rashid Wallace, Ouais. mais c'était un joueur extrêmement sérieux. Mais voilà, disons que déjà la première des choses, c'est que le staff des Sixers a vite compris qu'avec Iverson, on ne pouvait pas faire cohabiter un Jerry Stackhouse. Les Voilà. deux joueurs sont beaucoup trop gourmands en ticket shoot, donc il fallait trouver une solution à tout ça. Alors qu'avec un Grant Hill et un Ben Wallace, je suis plus serein, tu vois. C'est Au ça. contraire, même, c'est un profil qui m'intéresse. Faut bien se souvenir que l'athlète Jerry Stackhouse, c'était quelque chose. Hein, avant qu'il commence à se blesser tout le temps, ça provoquait un paquet de lancers par match. Et ça, je pense que c'est une qualité qui peut éventuellement manquer à la base d'équipe que j'ai pour l'instant, à part Dave Bing, qui aime bien attaquer le cercle. Mais je pense je pense que ça colle bien. Je verrai où je le mets exactement au moment de faire le 5 majeur, mais je prends Jerry Stackhouse. Offensivement, tu as tout avec Stackhouse. Hein. Tu as du shoot Ouais. externe, tu as de la pénétration, tu as du lancer franc, tu as du gars qui est capable de monter sur la tête des autres. Non, Un peu de création, hein. Ouais, bien À sûr. Détroit, il en lâchait, c'était pas si mal. Donc non, voilà, ça me plaît bien. Cool. Ok, et ben impeccable. Donc Voilà. à mon tour, pick 15, et là vraiment, ça devient vraiment difficile. C'est pas évident. Il va falloir Je vais prendre prendre Brandon Jennings. Là. on s'en rapproche dangereusement. Je vais prendre un joueur qui a pas connu ses meilleures années à Détroit, malheureusement. C'est pas non plus un joueur que j'aime beaucoup. Je le prends un peu à contre-cœur, mais j'en ai besoin dans mon équipe. Je vais prendre Adrian Dantley. Ah, Il était encore bon, hein. Il était encore bon, il a Plus dans son beaucoup prime, réduit son impact parce que c'est ce qu'on lui a demandé aussi. Ouais. Il devait partager la balle avec Azaya alors qu'il il était tout seul à Utah, quoi. Mais il était encore, avant d'arriver à Détroit, il était encore sur ses saisons à 30 points de moyenne, il était encore All-Star. Je pense pas qu'il est vraiment moins bon à Détroit. Je pense que c'est vraiment le jeu qui lui demande d'être différent. Et c'est quand même grâce à lui que les Pistons en 87, ils passent encore un cap supplémentaire.
87 et 88. Donc du coup, j'aime beaucoup ce qu'a apporté Adrien Dantley. J'aime moins le personnage et j'aime moins comment ça s'est fini. Mais dans mon équipe, ça sera lui qui aura le plus de ballons. Ça sera le créateur principal. Donc je le vois bien comme ça. J'aime bien ce peux choix. Un peu comprendre. sous-coté, mais ça me va. Ouais, sacré scoreur, mais shoot au joueur au shoot très peu orthodoxe. Ah oui, ça c'est le cas de le dire. Ouais. Mais sacré scoreur. Ouais, mais vraiment, je sais que quand il y a eu le trade en 89 pour Mark Aguirre, les gens de Détroit étaient vraiment pas contents, quoi. Ils pensaient vraiment que ils arriveraient à être champions, ça serait avec Dantley, quoi. Et bon, le temps a donné raison à Jack McCloskey, mais du coup, Adrien Dantley avait quand même une grosse cote à Détroit, quoi. Donc, je garde ce choix, quoi. Ok. Super. Et donc, ça sera donc Ilias avec le pick 16 et 17. Euh, Bon, bah, en gros, je complète mon équipe, en tout cas en ce qui concerne le 5 majeur. Exactement. Bon, là, il reste pas beaucoup de joueurs. Il faut que j'arrive encore à compléter mes postes 3 et 5. Donc, bah, écoute, tu l'as évoqué. Moi, vu que tu as pris Adrian Dantley, il va me falloir un petit peu de poids et de shoot à l'extérieur et du talent également, parce qu'on parle quand même d'un numéro 1 de draft et d'un ami d'Isaiah Thomas. Je vais prendre Mark Aguirre. Capacité à shooter, un beau bébé aussi pour le poste qu'il occupe, joueur capable de défendre selon moi plusieurs positions, peut-être un peu lent, mais à l'image un peu d'un Paul Pierce, une sorte de faux lent, c'est-à-dire qui va essayer de compenser un peu sa lenteur par une sacrée technique, un sacré scoreur. En tout cas, lors de ses années à Dallas et avant de devenir un role player à Détroit, c'était quand même quelqu'un d'assez sérieux avec des pointes assez importantes en matière de scoring. Donc voilà, je pars sur Mark Aguirre pour accompagner Isaiah Thomas et Rip Hamilton sur le backcourt. Et par contre, je m'aperçois que je commence aussi à manquer un peu de rebond. Il n'y a plus énormément de choix évidents et légendaires pour ce qui est des intérieurs. Et donc, je vais partir, même si ce n'est pas un joueur que j'ai énormément affectionné, je vais partir sur André Drummond. En termes de rebond, c'est pas mal. Voilà, Ça c'est a un parce que petit jeu. vraiment là, ça reste un choix stratégique et parce que j'ai besoin, disons qu'en plus, c'est pas vraiment problématique, un petit peu à l'image de ce qu'on se disait tout à l'heure avec Big Ben, c'est-à-dire que partant du principe que Rachid Wallace est capable de s'écarter et de shooter de loin, on peut envisager de laisser la raquette à André Drummond. Un joueur qui, malgré un physique impressionnant, n'a pas forcément la dureté qu'on aurait aimé qu'il ait. C'est vraiment toujours ce que j'ai pu lui reprocher. Pas toujours la bonne lecture des choses, notamment en défense, mais quand même une sacrée capacité à prendre des pelletées de rebond. Et disons que il aura quand même fait son temps dans l'histoire récente des Pistons. On va dire, ça a été un tout petit rayon de soleil, sachant qu'il a quand même intégré Team USA, il a quand même été plusieurs fois All-Star. Donc on va essayer quand même de lui donner un peu de respect et voilà pourquoi je l'intègre à mon équipe. Parmi les Ok. pivots qui restent, c'était le plus évident. Hein. Bah, c'était ça, ou sinon il y avait du Mahorn, du Saleh, donc voilà, disons que là je sécurise le fait de prendre au moins une quinzaine de rebonds. Val, un avis? Oh, c'est le mois de juillet, laisse-moi tranquille. C'est les vacances. C'est les vacances, laisse-moi digérer. J'ai pas Non, mais digéré encore. Hein, juste dans ce tableau-là, tu l'aurais pris bientôt ou pas forcément? je- honnêtement, je ne l'aurais pas pris, je pense. Du tout. Par rapport à ce que je Ok. cible. Par rapport à ce Oui, que je mais cible, je n'aurais pas pris. t'as déjà Bob Lanier. Ok, impeccable. Bah, Drummond, c'est typiquement le joueur, pour en revenir un petit peu au trade récent et ce qui a pu énerver Val, c'est que c'est le genre de joueur qui aurait eu une toute autre cote à une autre époque, un joueur comme Drummond. Dans la NBA moderne, Oui, bah, déjà, c'est oui, un clairement. joueur qui a plus vraiment de valeur et encore plus avec une player option à 25 millions de dollars. 28. 28. On laissera nos amis des cases la payer tranquillement. C'est ça. Ok, bah on finira le premier tour et Ilias, tu nous diras après les pièces dans l'ordre que tu les mets. Donc on va finir le tour. Moi j'ai du coup Lambir en pivot, Rodman en ailier fort, Dantley en ailier shooter. Et après j'ai
Dumars que je mets soit en arrière, soit en poste naturel, mais j'ai pas de meneur, ou soit je le mets en meneur, je tente le coup et je prends un arrière. Tu peux prendre Reggie Jackson à la main. Hein. Arrête-toi, commence pas non plus. Bah, Dans le prime 2016, c'est pas mal. Non, il y a un autre meneur qui me plaît bien, mais je vais jouer le coup de mettre le vieux Dumars en meneur et je vais prendre un arrière en la personne de Vinnie Johnson. J'ai mal. besoin merde. de points, j'ai besoin d'un mec qui va scorer. Et Vinnie Johnson, s'il sait faire un truc, c'est bien ça. Je le sens capable de prendre ses shoots de loin. Dans la NBA d'aujourd'hui, il faudrait pas trop le laisser tranquille. En seconde unit, il avait l'habitude de mener le jeu, donc je partagerai la balle avec Dumars et Vinnie Johnson. C'était clairement le leader de la seconde unit, clairement, c'était lui qui prenait tous les ballons, tout tournait autour de lui, donc je le verrais bien avoir un rôle secondaire dans un 5 majeur. Donc Vinnie Johnson pour terminer mon équipe. Ok. Le micro-ondes. Le micro-ondes, exactement. Exactement. L'homme du shoot à 0,07 secondes. Et donc, c'est à Alex. Du coup, moi, il faut que je complète mon 5 majeur. Là, j'ai Dave Bing, j'ai Stackhouse et Grant Hill, à voir ce que j'en fais. Je pense que Dave Bing, donc Dave Bing meneur, hein, dans l'absolu, voilà, quoi qu'il il joue un peu arrière ouais, aussi. Hein, mais enfin bon, ce bon, sera mon meneur. voilà. Je pense que je vais partir sur du Stackhouse en 2, du Grant Hill en 3, j'ai Ben Wallace au pivot. Et je pense qu'on rigolait tout à l'heure, mais moi je vais prendre Terry Mills pour foot au poste 4, moi. Bah, bien sûr. Bon, ça. Bah, pourquoi pas Parce que je veux dire, on Pourquoi a rigolé pas, tout à l'heure de lui, il est assez unidimensionnel, c'est-à-dire ça stretch en attaque et en défense. Tu peux compter sur lui au rebond, il n'est pas ridicule, mais c'est pas un joueur très très complet. Mais en fait, entre Stackhouse et Grant Hill, j'ai déjà 2 joueurs extrêmement complets sur la partie extérieure. Donc du coup, ça fait Dave Bing en porteur de balle, avec éventuellement du Grant Hill à la création qui peut porter la balle également. Du coup, j'ai un Terry Mills, bah, mon gars, tu vas te mettre dans un des coins. Ben Wallace, tu fais des écrans. Et de suite, je deviens très chiant à défendre, en fait. Ouais. Donc voilà, Terry Mills, Terry Mills, c'est bien. Ça space, comme on dit. Donc ça me fait Dave Bing, Stackhouse, Grant Hill, Terry Mills et Ben Wallace. C'est un super choix. Ouais. J'aime beaucoup. Hashtag venez me chercher, quoi. Et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a le record de 13 shoots à 3 points réussis sans rater un seul. Ouais. Ah non, mais c'est un... Dans les années 90, milieu des années 90. Sur 2 matchs, il faut préciser. Oui, bien sûr, pas sur un match, mais pas sur un match, sur 2 matchs. Sur une série d'affilée, et on avait Langston Galloway qui s'était approché. Galloway, alors je sais plus s'il a fait 13 ou s'il s'est arrêté à 12. Tu me corrigeras, Val, là j'ai un doute. 12, ouais, il n'a pas égalé le record, il s'est arrêté juste avant, quoi. Non, il s'est arrêté. D'ailleurs, il s'est arrêté Voilà, c'est ça, ouais, très vilain airball au corner, je crois. C'est clair, mais dans la période où il jouait aux Pistons, la deuxième partie des années 90, donc il jouait pas mal, et c'était Grant Hill, en gros son créateur, il tournait déjà, alors qu'on est dans une période de la NBA où ça joue vraiment lentement et ça prend pas tant de 3 points que soi. Il en prenait déjà 4 ou 5 par match, qui était énorme pour un soi-disant intérieur pour l'époque. C'était genre... c'était genre un peu lunaire, quoi. Il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu mets Terry Mills en NBA, il en prend 9 par match. C'est Davis Bertans, un peu plus physique, et voilà. Exactement ça, quoi. Tout à fait. C'est ça, exactement. Et en plus, de mémoire, il passe de rien du tout. Genre, ces 3-4 premières années, il n'en fait pas un seul. Et tout d'un coup, il se met à en prendre une brouette, 4-5 tout pour l'époque. Il y a Grant Hill qui arrive à côté de lui pour lui faire des espaces aussi. Hein. C'est peut-être ça, ouais. Plus ou moins, ça doit correspondre. Mais en tout cas, ça doit être à peu près ça, t'as raison. Mais Yvan, il en prenait pas du tout. Et puis là, il s'est mis à en prendre 4-5 à je sais plus, 36, 37, 38% de réussite. Ah non, mais ouais, carrément, je serais même pas surpris qu'il tourne à 40% même plus, des fois. Ouais, même peut-être plus à 40. Il en mettait vraiment beaucoup. Ouais. Donc non, ça sera mon choix pour finaliser mon 5 majeur. Très bon choix. Et donc Val, tu auras 2 choix d'affilée, mais dis-nous d'abord ton 5e joueur du 5 majeur. Alors, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il était ailier à Détroit, mais il me semble qu'il fait que 1,97 ou 1,98. Alors pour compléter mon 5 majeur au poste 2, ça me fait un peu chier parce qu'il me semble que je suis bien parti pour ne pas avoir de bad boys, ce qui fait un peu tâche, mais je vais prendre Kelly Tripucka pour compléter mon 5 majeur. Un joueur très élégant, du coup, donc ça va me permettre d'avoir un peu de classe dans cette équipe à Détroit. Donc du coup, je complète mon backcourt mené par Billups avec Tripucka.
Fashion Prince au poste 3, Griffin et Lanière dans la raquette. Et en 6e homme, du coup, il n'y aura pas de bad boy dans cette équipe, mais je vais prendre un 6e homme à Détroit, évidemment. Je prends Corliss bien joué, Williamson bien sûr, évident. pour compléter. J'avais hésité avec un joueur des années 50, George Yardley, mais je pense qu'il n'est pas assez connu pour le foutre Ouais, dans c'est une équipe difficile. comme ça. Mais c'est difficile, il a fait que 5 saisons, enfin une carrière qui a duré 5 ou 6 saisons, seulement 3 à Détroit. Bon, c'est considéré un peu comme le premier grand joueur de l'histoire des Pistons, mais bon, on remonte vraiment à la préhistoire du basket américain. Donc je préfère m'assurer Corliss Williamson, voilà, 2m1, capable de jouer dans le basket moderne, je pense 2, 3, 4. Donc voilà, c'est assez polyvalent pour le banc. Donc voilà, je trouve ça assez polyvalent Bah, j'adore pour, le en tant choix que de 6e homme. Tripucka. C'est vraiment un magnifique joueur en fait. Il prend que ses shoots mi-distance hyper propres. Même quand c'est contesté, ses shoots sont magnifiques. C'est un pur attaquant. Alors bon, pour défendre, ce sera compliqué. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et ouais, en termes d'attaquant, en plus dans la mode d'aujourd'hui, il serait parfait quoi, pour prendre ces petits shoots soyeux et tout. C'est vraiment très classe. Très bon choix. Ok. Voilà. Alex, ton remplaçant, ton dernier joueur, Ah ouais, ton mon 6e homme. sixième homme. Alors c'est vrai que moi c'est pas, j'écoutais ce que disait Valentin. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas de bad boy dans mon équipe parce que Dave Bing, non, Stackhouse, Grant Hill, c'est les anti-bad boy limite ces mecs-là. Ben Wallace qui est un peu dans l'esprit, mais il fait pas partie des grands bad boys de l'époque. Donc juste pour être sûr que si jamais ça frite, Un bonhomme. j'ai un petit gars qui a du répondant, je prends John Saleh. Ouais. Hein, Propre. comme ça, s'il y a des soucis dans le couloir en rentrant au vestiaire, j'envoie John Saleh. Ouais. Et en plus, accessoirement, v'là l'Energizer en sortie de banc. Alors, c'est pas le gars le plus technique de la Terre, hein, clairement, hein, mais il peut jouer 4 ou 5. Il est grand, il est long, il a des bras, mais absolument interminables, John Saleh. Ouais, Je pense que dans la... l'araignée, le spider, on l'appelait. Ouais. Ouais. Ah ouais? Ah tiens, je savais même pas Ouais, ça. ouais, si. D'accord. Ouais, En, ça en m'étonne défense, c'est pas. bien. Ah, En franchement, défense, ouais. c'est très très bien avec lui. Et dans la NBA d'aujourd'hui, évidemment, tu le fais jouer que pivot, hein, c'est Ouais. compliqué. Mais pour rigoler, hein, sur certaines phases de jeu, tu auras Ben Wallace et John Saleh. Et moi, je veux beaucoup rigoler. Les équipes adverses vont beaucoup moins rigoler, par contre. C'est qu'on peut pas marquer quoi. Voilà, Quand c'est c'est ça, comme ni ça, prendre des rebonds. Donc, c'est assez c'est compliqué. Bah, compliqué. en attaque, c'était vraiment le joueur qui se faisait oublier, sachant qu'il n'avait pas vraiment de talent à ce niveau-là, qui recevait, mais par contre, dès qu'il avait la balle, ceux qui ont des souvenirs de John Saleh lors des différentes séries qu'il a pu jouer avec les Pistons, il allait tartiner absolument la tête de tous les pivots sur des dunks. Il a Ah, dunké il monte, sur tout le monde. Il a dunké il sur Ewing, monte. il a dunké sur Robinson, il a dunké sur absolument tout le monde, le type. Mais bon, Et, c'est John Saleh et donc forcément, ça reste pas dans les annales des highlights, quoi. et puis en transition, il est largement capable de suivre le rythme de la NBA actuelle. Oui. Sans problème, de suivre les contre-attaques et tout, ou de revenir en défense très rapidement. Donc j'estime qu'avec Stackhouse, Bing et notre ami Grant Hill, j'ai assez de talent en attaque et voilà, il me faut un bad boy de toute façon. Donc c'est lui ou James Edwards. Donc je prends John Saleh. Voilà, Et puis si tu veux faire des films après, il sera toujours là pour toi quoi. exactement. Et puis il a 4 bagues, hein, ce mec-là, hein, les gars. Ouais, il a été aux Bulls. Et aux Ouais, Lakers, il en a une avec les Lakers, avec le Shaq 2000. exact. C'est le premier mec à avoir gagné avec 3 franchises différentes de Ouais, mémoire. ouais. Pas Ou pas, hein. dégueulasse. C'est un petit porte-bonheur en plus, tu vois. Bon, mais vous m'avez laissé plein de choix en fait pour mon 6e homme. Je pensais pas qu'ils seraient tous là, ces mecs-là. Il y a un autre Bad Boys que personne n'a pris. Je suis un peu surpris. Je dis pas que je vais le prendre, mais Rick Mahorn aurait pu être cool. Ouais, j'ai pensé à Euh, lui, mais je préfère John Saleh pour le coup, tu vois. dans le titre de 2004, en sortie de banc, mais mettre au court, c'est pas dégueulasse. C'est vrai. Mais comme j'ai pas de vrai meneur de Oh, formation, je vais en prendre un en 6e il me homme. l'a pris. Je sais pas qui tu vas prendre. Il m'en restait 2 sur ma liste, mais je vais prendre Kevin Porter. Ah bah non, bah du coup, Sans tu m'as laissé le déconner, Ah, mien. Tu m'as laissé le mien, ouais. Kevin Porter. voilà, je te l'ai laissé parce que en plus du coup Kevin Porter assez sous-coté, énorme meneur des années difficiles à Détroit. C'est lui qui a le record de passes décisives sur un match avec les Pistons. Je sais plus combien, 25, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je dis ça de mémoire. Il a pas été pendant très très longtemps à Détroit. Il a quand même fait meilleur passeur de la ligue sur une de ces années-là. Donc comme j'ai pas de pur meneur,
Kevin Porter à Détroit, gros joueur dans des saisons fin des années 70 où justement on disait il y avait plus Ça grand gagne pas chose, grand-chose. Ouais. il y avait plus Dave Bing, il y avait quasiment plus de Lanier, où c'était vraiment sur la fin. Et il avait eu un très très gros rôle, au moins sa deuxième saison à Détroit, gros passeur, donc voilà, ça me plaît bien en sortie de banc, quoi. Ok. Bon choix. Et donc Très bon choix. Ilias pour terminer, donc un meneur, l'autre alors dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Moi, il me fallait un meneur donc capable d'apporter un peu de création, du shoot et aussi un très très gros défenseur. Un remplaçant parfait qui a connu certaines années noires avec les Pistons, mais qui a été récompensé en étant champion en 2004. Je vais prendre en sixième homme, presque le sixième homme parfait. Je vais prendre Lindsey Hunter. Ouais, Lindsey, normal. ouais. Donc Super. Parfait. ouais, non, Ouais. Content c'est qu'il un sorte. joueur qui n'a pas forcément eu la reconnaissance qu'il méritait, mais clairement, même il a été amené à changer de franchise, c'est un joueur qu'on assimile très rapidement aux Pistons de Détroit. Et j'ai adoré, par exemple, quand il m'arrive des fois de me refaire certains matchs des finales 2004, j'adore ses entrées en jeu avec son alter ego, son partenaire de banque qui était Mike James. Mike James. C'était vraiment un Ouais. super combo. C'était rare déjà à l'époque de jouer aussi petit parce que là, on parle quand même de deux vrais meneurs. Le fait de les lancer comme ça dans le grand bain de la finale NBA 2004 face aux Lakers qui étaient censés tout rafler cette année-là, bah, ça a été vraiment quelque chose de plaisant. Et voilà, Lindsey Hunter sans problème. D'ailleurs, si je me trompe pas, Lindsey Hunter, il n'était pas parti dans l'échange en triangle ou Si, avec du en Chili. carré là dans le. Ouais, Ouais, ça, coupé, il a coupé été direct. coupé Ouais. immédiatement par Boston et Exactement. re-signé Exactement, ouais. directement par Tout à Détroit, fait. non, c'est ça? Et sachant qu'avec Ça me fait marrer. avec le jeu du Prime, Ilias, tu peux même prendre le Lindsey Hunter des années 90 qui joue, enfin C'est fin des ça. années Avec 90 Joueur qui Smart. très jouait sérieux, bien sûr. avec Grant Bien Hill, quoi. sûr. Voilà. Ouais. Après, Très enfin très bon voilà, aussi, quoi. dans cette période justement, il y avait Lindsey Hunter, il y avait Dumars, il y avait Grant Hill, et j'ai pensé à un autre joueur, mais qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, en tout cas, enfin qui a été transféré assez rapidement, mais que j'adorais en tant que joueur. J'avais pensé à Alan Houston, mais il n'a pas fait assez de choses avec les Pistons pour que je puisse le sélectionner. Autant, enfin, il est très certainement beaucoup plus talentueux que Lindsey Hunter, mais clairement, Lindsey Hunter est un joueur beaucoup plus marquant de l'histoire des Pistons. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, la Houston, on l'associe beaucoup aux Knicks, quoi. Ouais, C'est Onyx, ça. ouais, il est parti très vite alors qu'il aurait pu rester avec Grant Hill, mais non, C'était un super toujours joueur. Onyx. Enfin, sa mécanique de shoot, c'est clairement quelque chose à enseigner dans les écoles de basket. C'était un super shooter. Bon, ben on a nos 6 joueurs, messieurs. Il manque plus qu'avoir un bonhomme qui va driver tout ça. Donc on va choisir un coach chacun notre tour et on va le faire en sens inverse. On va commencer par Val. J'ai une option pour enfin avoir un bad boys. Oui. Mais je pars du principe, et ça a toujours été plus ou moins la philosophie au basket, que les rapports entre le coach et le meneur sont très importants. Donc je vais foncer dans une porte ouverte, comme on dit, je vais prendre Larry Brown parce que j'ai Billups. C'est assez simple, mais pour moi, je trouve que Larry Brown, avec les joueurs que j'ai, Billups, Prince, voilà, j'ai deux personnes de 2004, j'ai Blake Griffin qui correspond au jeu moderne. Je trouve que Larry Brown, ça sonne comme une évidence et que ça reste plus représentatif, on va dire, des joueurs que j'ai. Et ça me ferait un petit peu chier de prendre Chuck Daly, sachant que j'ai aucun bad boys. Ça fait un peu, on va dire, paradoxal. Donc je préfère prendre Larry Brown et m'assurer une belle relation Ça entre se mon tient. meneur et mon coach. C'est une excellente nouvelle, ça. Ouais. Ok. C'est un très bon choix. Alex, Euh, vas-y, on t'écoute. Chuck Daly, Chuck Daly, Normal, il y bien a sûr. mais il y a du monde, hein, il y a du beau coach dans l'histoire de Détroit. Complètement. Mais bon, Euh, Chuck, c'est Chuck, quoi. mais bon, Chuck Daly, quoi. J'aurais peut-être pris Larry Brown si Valentin avait pris Chuck Daly, tu vois. Mais non, Chuck Daly, moi, je l'idolâtre complètement. Je pense que c'est un vrai génie de la gestion de groupe. Tactiquement, il a mis des choses en place vraiment très très fortes. Mais ça, beaucoup d'autres coachs l'ont fait en fait. Quand tu regardes l'histoire NBA, des coachs qui ont mis en place des solutions tactiques, soit pour très bien défendre, soit pour très bien attaquer, soit les deux. Il y en a pas mal aussi parce que le niveau est tel, le niveau des assistants aussi est tel et tout.
Mais après, il y a un moment où, je veux dire, Chuck Daly, pour moi, c'est la caste des. Je veux dire, quand tu fais un top 10 des coachs, on peut discuter Popovich, Phil Jackson, Pat Riley et tout. Si quelqu'un vient et me dit, moi, je mets Chuck Daly tout en haut, moi, je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Tu vois, je le comprends. Complètement, C'est le coach de bien la sûr. Dream Team. C'est le mec qui a réussi à aller gratter 2 bagues. Enfin, bref. Non, ouais, Chuck Daly, je prends sans problème. Et du coup, en plus, c'est bien. Comme ça, il saura très bien me faire jouer John Saleh en sortie de banc. Je pense que pour un mec comme Ben Wallace et Grant Hill, ça peut que leur faire du bien d'avoir un coach comme Chuck Daly. Donc, non, ouais. Bah là, je trouve que ça rigole plus du tout, mon affaire, là. C'est une belle équipe. On va faire le Ouais, tour juste ouais, après. ouais. Mais du coup, tu as pris un coach défensif pour coacher une équipe offensive. Oh, tu sais, offensivement, Chuck Daly, c'était correct. C'était collectif. C'était collectif. Mais oui, t'as raison, c'est un coach défensif, je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Mais je caricaturais un peu parce que moi, je vais prendre un coach offensif pour coacher mon équipe défensive. Et je vais prendre Flip Saunders. Le regretter. J'ai adoré personnellement ce qu'il a fait à son passage à Détroit pour renouveler ce groupe. On sortait quand même de 2 saisons. Ça semble rien, 2 saisons, mais 2 saisons de Larry Brown, c'est quand même quelque chose. C'est lui qui en gagne 64 là, ou et 65, voilà, et lui débarque en 2006. Il change quasiment aucun bonhomme puisqu'ils sont tous toujours là. Juste, il leur dit bon, maintenant les gars, on va courir, on va accélérer le jeu. Vous allez pouvoir prendre les shoots en première intention, presque comme on fait aujourd'hui en fait. Et là, du coup, tout se passe bien. C'est la saison où il y a les 4 All-Stars et c'est la saison où tu fais 64 victoires. 64 victoires, tu retournes 3 fois d'affilée avec Flip Saunders en finale de conférence. Avec un démarrage, je crois, à 23-4, c'est ça? Ou 24-3 ou quelque chose comme ça. Un démarrage énorme. Quand t'arrives au All-Star Game, t'as genre 9 défaites ou 7 défaites, un truc comme ça. C'est pas le meilleur bilan, ça, de l'histoire des Pistons, ça? Ah si, c'est le meilleur bilan. 64 victoires, c'est le meilleur. Ouais. C'est mieux que mieux que Chuck Daly, c'est mieux que les Bad Boys. J'y ai cru très très fort au titre cette année-là. Je me suis dit après la défaite face aux Spurs du satané Robertori, oui, parce que c'est le satané Robertori, vraiment il m'a fait énormément de mal. Je me suis dit c'est bon, là en 2006 on revient au taquet, le couteau entre les dents. J'y ai cru vraiment. Ça perd contre qui, ça? Ça perd contre Miami. Contre Miami. Miami, les futurs champions, quoi. Donc Wade et Shaq. Et t'as un Billups qui fait pas d'énormes playoffs, et donc du coup quand il est un peu moins bien, du coup, c'est là où Prince est par contre très très fort, quoi. Donc voilà, Flip Saunders pour donner un peu de génie offensif à mon équipe défensive. Et donc je donne la patate chaude à Ilias. Vous êtes durs, les gars. Bon, en même temps, vous avez pris à chaque fois l'évidence, quoi. C'est ça. Moi, il m'en reste un. Écoutez, moi, je vais peut-être vous surprendre. Je vais la jouer sournoise. Et parce que je sais que Rachid Wallace va se faire expulser pour 2 fautes techniques, je vais prendre un entraîneur-joueur. Je sais qui tu vas prendre. Ouais, ok. Ah, ça me plaît, ça. Je vais prendre Dave Debouchère. Ah oui, Dave. Voilà. L'enfant du pays, en plus. C'est ça. Qui malheureusement n'a pas eu la fin à Détroit qu'il aurait mérité. Mais voilà, on parle quand même d'un qui, en tout cas, lors de l'élection des 50 meilleurs joueurs de l'histoire en 97, lors du All-Star à Cleveland, a été présent et qui faisait partie donc des 50 meilleurs joueurs de l'histoire, et qui a été aussi un des premiers à être entraîneur et joueur. Donc voilà, il n'y avait plus vraiment de coach extrêmement légendaire capable de driver mon équipe. Et voilà, si besoin est, et que après qu'on ait tapé vos équipes, on peut aller se faire aussi un baseball, parce que Debouchère a aussi été joueur de baseball. On ira faire un petit baseball dans la cour. Voilà. Ah, c'est un super choix. Moi, je l'avais aussi dans mon tableau, à la fin de mon tableau, mais dans mon tableau des joueurs aussi. J'ai bien aimé le joueur Debouchère aussi. Ça va, vous me l'accordez, j'espère. Ah ouais. Bon, après, t'as un sacré bilan négatif. Non, il te restait Carlisle en coach. Ouais, Carlisle, c'est vrai, mais comment dire, un passage trop bref, selon moi. Enfin, voilà, mais après, il est vrai, Alex, qu'il a été, on va dire, le premier à poser certaines pierres à l'édifice du succès de 2004, quoi. C'est lui qui a commencé avec le groupe des Billups, des Big Ben et compagnie. Ouais, puis ça reste moi je trouve que c'est un vrai génie du coaching, Rick Carlisle. Complètement. Ouais, c'est un super
Encore aujourd'hui, il fait des merveilles avec ce qu'il a. Tomber. Cette année à Dallas, laisse tomber. Avec C'est Dallas, oui, incroyable bah ce oui. qu'il fait avec Dallas. Mais après, mine de rien, il y a une saison de Rick Carlisle, je sais plus c'est laquelle, 2001 ou 2002, où dans les trophées individuels, on a Ben Wallace, on a Corliss Williamson, on en a plusieurs en fait, et dans les équipes aussi, les All-NBA Team, où il y a Détroit qui est pas C'est mal vrai. représenté, ce qui est assez rare. Il y a une année où il y a Corliss qui est 6ème Meilleur homme, Ben défenseur. Wallace qui est défenseur de l'année, et je sais même pas si dans le MIP, il n'y a pas quelqu'un qui se glisse, ou peut-être que je me trompe, mais je me rappelle que dans les first team, second team et tout ça, je me rappelle qu'on était pas mal représenté et que c'est assez rare pour Détroit. Et je crois que c'est l'année justement où il y a Rick Ouais, puis Carlisle après, il passe qui à est le coach. Indiana. Malissa at the Palace, C'est il ça, C'est ouais. arrive aussi pour ça que je le Indiana. prends pas. Ouais, et puis les playoffs de 2004 avec Indiana, c'est du solide aussi, quoi. Il fait du gros boulot. Quelle Bah, cette bataille. même année-là, juste- il en gagne pas 60 avec Il Indiana. a le meilleur bilan. Il a le meilleur Ouais, bilan. c'est ça, le meilleur C'est bilan, ça, ouais. hein. Il Ouais. est incroyable comme Exactement. coach. Il est Ouais. incroyable comme coach. de toute façon. Et même juste à Détroit, comme disait Val, il fait 2 saisons d'affilée. Il fait les deux mêmes d'ailleurs, hein, 50-32, 50-32 d'affilée. Et autant la deuxième, il y a Billups, Hamilton et tout qui sont arrivés, autant la première, il n'y a personne, quoi. C'est Non, Ben mais c'est un Wallace. pur coach. Et derrière, c'est Stackhouse qui prend sa boîte de shoot. C'est Chucky Atkins, Michael Curry, Corliss Williamson, quoi. C'est ça. Il fait quand même 50 victoires, le gars. Ouais. Alors que juste avant, tu sortais d'une saison, justement, c'est le contraire. Tu avais fait 50 défaites, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, non, très bon. Moi, j'avais coché Doug Collins aussi. C'est pas mon coach préféré, mais avec Grant Hill, il a quand même fait une ou deux bonnes saisons faciles. Ouais. Donc 96-97 de mémoire. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un tour de nos équipes là Ilias, tu commences, tu nous dis ton 5 majeur, ton 6e homme Ça marche. Alors, par poste. c'est ça, par poste, donc j'ai Isaiah Thomas. Au poste 2, j'ai Rip Hamilton. Au poste 3, j'ai Mark Aguirre. Au poste 4, j'ai Rachid Wallace. En pivot, j'ai André Drummond. Et en 6e homme, j'ai Lindsey Hunter. C'est propre. Et mon coach, Dave DeBouchir. Ok. Alex. Dave Bing à la main. Stackhouse, je vais le mettre en 2. Je vais laisser Grant Hill à son poste naturel en 3. Terry Mills à l'ailier fort pour enchaîner les banderilles. Ben Wallace au pivot. John Saleh en 6e homme, vous savez pourquoi. Et Chuck Daly pour emmener tout ça au titre. C'est pas mal aussi. Val. Voilà. Moi, j'ai Chauncey Billups à la même, accompagné donc de Kelly Tripucka. Tayshaun Prince au poste 3 pour faire le taf discrètement. Blake Griffin et Bob Lanière dans la raquette. 6e homme, Corliss Williamson. Le tout orchestré par Larry Ça gagne des Brown. titres. Voilà. Et je finis avec donc Joe Dumars en meneur, comme sur ses vieilles années. Vinnie Johnson à l'arrière, titulaire pour une fois. Adrian Dantley à l'aile, avec tous les ballons qui passeront par lui. Et une raquette de Bad Boys, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, avec un 6e homme, Kevin Porter pour défendre tout ça. Et on comptera sur le génie de Flip Saunders pour essayer de gagner des matchs. Bon, est-ce que tout le monde est content? Ouais. Plutôt. Est-ce qu'on Ça va. est-ce qu'on laisse les auditeurs décider qui est la meilleure équipe ou est-ce que nous on arrive à trancher un peu quoi? Ah bah en toute modestie, je vous défonce. Donc, Ah, ok, on va tous se dire ça, donc on laissera les gens nous donner leur avis et croiser un peu. Ok, bon, impeccable. Messieurs, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir eu, d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir parlé de certains joueurs, parce que j'avoue que Terry Mills ou même John Selley, Kelly Tripucka, et j'étais pas sûr qu'on les sorte, donc ça je suis content. Les gens vont peut-être découvrir certains joueurs, donc ça c'est très très cool. Vraiment, c'était vraiment très sympa d'avoir fait cette draft all-time avec moi. C'est un plaisir de vous avoir dans les chroniques de Motor City. Et maintenant, j'ai envie de faire un petit tour d'horizon pour que vous nous disiez où les gens peuvent vous retrouver, même si on vous connaît un peu tous. Ilias, si les gens veulent te suivre, te lire, où est-ce qu'il faut aller? Alors, toujours accompagné de mes acolytes de chez Dunk Hebdo, donc vous pouvez vous rendre sur le site et on est un petit peu plus connu sur les plateformes de podcast avec notre podcast hebdomadaire. D'ailleurs, un podcast aussi qui s'appelle le Safety a été lancé sur le sujet de la NFL. Donc avec certains membres de la team Dunk Hebdo. Et voilà un petit peu notre actu. Donc retrouvez-nous toutes les semaines pour le podcast hebdomadaire. Ok, super.
Val, même question. Est-ce qu'on a du contenu sur Pistons France qui arrive malgré que on soit pas dans la bulle, quoi? Alors, on a eu une petite pause, c'est vrai, ces dernières semaines, je le conçois, mais on va revenir normalement dans les prochaines semaines avec quelques news comme ça, un pêle-mêle. Mais sinon, on revient à la rentrée, hein, on va assurer la draft, la free agency, il y aura toujours la même dose quotidienne de news et d'analyse sur le site de Piston France, sur Twitter, etc. Donc, on va dire la bonne recette ne sera pas modifiée à la rentrée, normalement. On a la loterie qui est en point de mire maintenant. On va croiser les doigts, c'est ça? Exactement, on va croiser les doigts. Ok, et donc du coup, Alex, là, j'imagine que toi, avec la NBA qui reprend, l'activité Trash Talk va reprendre à fond. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça? Ouais, on est dans les starting blocks, hein, ça reprend, on espère que ça va bien se passer dans la bulle. Là, pour l'instant, ça tient bien, il n'y a pas trop de cas. Moi, je suis agréablement surpris par les petites bases de niveau de jeu qu'on voit là en pseudo pré-saison. Je me dis que les 15 jours de régulière, là, de fin de régulière, vont servir un peu encore d'échauffement, mais je pense qu'après, on peut avoir du bon basket. Donc nous sur Trash Talk, bah oui, on sera évidemment au taquet. Là, tout le monde est au taquet. Côté site, Giovanni. Nous, on sait, voilà, avec Bastien, on va reprendre les vidéos à fond. Léon, c'est bien évidemment au taquet. Enfin bref, tout ce que vous connaissez évidemment, les gars. Donc ouais, non, je suis comme vous. Hein, j'attends que ça reprenne avec impatience, puis surtout pour voir mes petits sons casser des bouches un peu. Hein. T'y crois? Non. T'es optimiste? Non, pas du tout. Non, disons que j'y crois. Je veux dire par là, pas là, pas tout de suite, pas sur cette reprise. Je trouve que le noyau est hyper intéressant aux Suns, mais là, faut pas s'enflammer. Ils auraient jamais dû être invités dans la bulle. Hein. C'est vraiment pour faire du blé et pour faire le nombre un peu, quoi. Ouais. Franchement, ils ont aucune chance d'aller en playoff. Enfin, après, j'aimerais avoir tort et j'aimerais qu'on me ressorte cet extrait, tu vois. Mais je n'y crois pas trop. Ah bah ça rassure de t'entendre parler comme ça, vu que les fans des Kings célèbrent leur invitation dans la bulle comme un ticket en playoff. Je ne vise absolument pas Laurent et Olive des Kings France. Exactement. Bah oui, attends, l'autre il me charrie parce que je suis pas dans la bulle, l'autre il célèbre ça, quoi. Ça fait 20 ans que son équipe elle a pas goûté une série Ils de vont playoffs. demander un droit de réponse, on pourra rien faire. Ouais. Et dernière question, Alex, est-ce qu'on a un Ball Never Lie qui est en préparation? Oui. Je suis très très lent et puis j'ai eu beaucoup d'autres trucs à faire c'est assez compliqué comme travail d'écriture en fait maintenant les The Ball Never Lies parce qu'on est devenu très exigeant avec Léonce. C'est-à-dire que j'écris les premières versions mais Léonce réécrit beaucoup avec moi. Et ouais, on est sur Kobe, hein, on est sur Kobe. Cool, impeccable. Voilà quoi. Eh ben, merci à vous les gars d'avoir été là, c'est cool. Je termine avec le petit message habituel pour tout le monde, pour les auditeurs, que les chroniques, du coup, vous pouvez les retrouver partout, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer. Je remercie encore une fois ceux qui ont laissé les notes, j'en ai eu pas mal ces derniers temps sur Apple Podcast, les 5 petites étoiles, les commentaires, déjà c'est super sympa de prendre les 2 minutes pour le faire, ça aide au référencement du podcast, donc ça c'est génial. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup tout le monde. Cette fois, je pars vraiment en vacances, on se fait une petite coupure et on reprendra la saison en septembre, en plein milieu de la NBA, on reprendra les chroniques doucement. Donc voilà, merci beaucoup les gars, merci à vous tous et merci à la prochaine. Merci pour l'invitation, ça a été un plaisir. Merci Winston. Bye. Merci à toi Winston. Ciao. Merci.